Robert Kiyosaki pense que le système actuel est soumis à une tension telle qu'il n'y a d'autres alternatives qu'un des plus gros crashs financiers que nous puissions connaître. En effet, un crash financier permettrait de faire le nettoyage de toutes les erreurs que nos politiques monétaires ont fait, que ce soit aux États-Unis ou bien en Europe. Il explique le contexte dans lequel nous vivons actuellement et son raisonnement. Le plus grand crash boursier de l'histoire est toujours en cours. J'ai de mauvaises nouvelles pour vous. Il est ici. Nous allons perdre beaucoup d'argent cette année. Parce que si vous regardez où les licenciements commencent, c'est l'industrie bancaire. Pas de processus de prêt ou des trucs comme ça, parce que le marché de l'immobilier s'effondre. Et le problème avec le marché de l'immobilier, la bourse, le marché obligataire, le problème avec le marché immobilier, quand il s'effondre, c'est comme un gouffre. Il emporte les entreprises, les quartiers, il emporte tout avec lui. Car il affecte beaucoup plus de gens qu'une action. Sur une action, tu peux perdre Apple, et tu n'es pas un utilisateur Apple, ça ne t'affecte pas. Mais quand vous perdez une entreprise ou un bien immobilier ou tout ça, tout s'écroule avec eux. Et c'est pourquoi en ce moment il y a des migrations hors de certains États et vers certains États. Et ce que je dis, c'est que la civilisation fonctionne avec de l'énergie. Et si nous n'avons pas assez d'énergie, ou que le prix de l'énergie augmente, au lieu de voir le coût de la vie baisser, et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé avec notre ami Biden, qui a pris les clés du pipeline Keystone XL hors ligne. Il l'a mis hors ligne. Et c'est arrivé en Amérique avec la fracturation hydraulique. Pouvez-vous en parler rapidement de ce qui s'est passé ? Les États-Unis d'Amérique, vous savez, si vous regardez en arrière, toutes les guerres mondiales et les guerres que nous avons eues autour du globe, vous savez, la majorité d'entre elles ont été menées pour le pétrole. Et même le truc ukrainien, vous savez ce qui se passe actuellement, c'est également un combat pour le pétrole, même si on ne le dit pas comme ça, parce que l'Ukraine possède l'une des plus grandes réserves de gaz naturel. La Russie, évidemment, ne veut pas de cette compétition avec ou d'une compétition avec d'autres pays, donc c'est une des raisons pour lesquelles ils essaient de le reprendre. Mais en ce qui concerne la fracturation hydraulique, les États-Unis étaient le premier producteur mondial de pétrole. Et en 1970, nous avions produit une grande partie des réserves ici aux États-Unis, grâce aux méthodes conventionnelles que nous connaissons. Nous savons qu'il y a des réservoirs non conventionnels qui existent et depuis que les gens ont foré à travers eux. Mais ils n'avaient pas la technologie pour extraire le pétrole du sol. Et ce n'est qu'après qu'ils soient arrivés qu'ils aient commencé à utiliser une ancienne technologie qui leur a permis d'utiliser le forage horizontal et la fracturation hydraulique, des technologies qui existent depuis les années 1940, et ils ont continué à les améliorer. Et évidemment, pendant l'administration Trump, ça nous a ramené au rang de premier producteur d'énergie au monde. Et nous allions évidemment être le producteur d'énergie le plus dominant dans le monde, jusqu'à ce que cette administration arrive et commence à pousser le Green New Deal encore une fois. Pourquoi font-ils ça? Je pense qu'il y a beaucoup de lobbyistes, je pense qu'il y a beaucoup d'argent à se faire, mais ils détruisent la classe moyenne. Parce que lorsque le prix du pétrole augmente, l'inflation explose. Je ne pense pas qu'ils aient vraiment compris ça, mais tu sais, ils sont là pour l'argent, et les gens ont gagné beaucoup d'argent avec ce mouvement écologique. Oui, moi aussi, parce que j'ai vendu des crédits carbone. Mais si on arrêtait de produire du pétrole, maintenant, est-ce que l'éolien ou le solaire pourrait remplacer l'énergie dont nous avons besoin? Pas du tout, en fait. Quand on parle de solaire, je veux dire, regardez l'Allemagne, par exemple. Je veux dire, c'est un exemple parfait. Ils ont essayé de pousser cette poussée verte et maintenant ils sont revenus à la combustion, du charbon et du bois. Ils coupent des arbres maintenant, parce qu'il va faire froid cet hiver. Et si vous regardez la Chine, la Russie ou l'Inde, je veux dire, aucun de ces pays n'adhère à cet accord sur le climat. C'est juste les États-Unis qui poussent, et en espérant que les autres pays vont suivre. Mais la Chine construit une nouvelle centrale électrique au charbon chaque semaine. Il s'agit de l'un des plus gros pollueurs, surtout en Chine, et maintenant l'Europe est revenue en arrière, ils commencent à brûler du charbon, et j'ai entendu dire qu'en Angleterre ils vont revenir à la fracturation des puits maintenant. Donc apparemment ils voient que ça n'a pas marché non plus. Et que c'est juste un gros gâchis. Je veux dire qu'il y a un petit groupe d'activistes verts qui essayent de pousser et de se débarrasser des hydrocarbures. Et vous savez, une des choses que l'on peut observer, et dont on n'entend pas beaucoup parler, c'est que ces éoliennes sont en fait des champs de mort. Elles tuent des oiseaux, elles tuent des aigles, elles tuent des rapaces, elles tuent toutes sortes d'oiseaux. Et vous savez, ils veulent continuer à mettre ces énormes quantités d'éoliennes. Et si vous regardez une centrale électrique, si vous deviez mettre cette centrale électrique hors ligne, il faudrait utiliser 40 km² de panneaux solaires pour produire la même quantité d'énergie qu'une centrale à gaz. Et donc c'est notre commentaire sur le Grand New Deal. La plupart des gens ont malheureusement une stratégie d'achat et d'espoir. Ils achètent leurs investissements, leurs fonds mutuels et leurs plans de retraite, et ils espèrent juste que tout va s'arranger. Alors comme je l'ai déjà dit dans l'émission, l'espoir n'est pas une stratégie de retraite. Et c'est ce que font la plupart des gens, ils ont la tête dans le sable jusqu'à présent, et ils se sont réveillés aujourd'hui, ils ont vu leur compte en baisse de 20, 30, 25, 30%. Et donc qu'est-ce qui s'est passé? Et ce n'est pas fini.
Et si les gens pensent que cela va s'améliorer, ce n'est pas le cas. Les choses vont s'empirer encore plus, comme le dit Robert. Et la plus grosse bulle de tous, la plupart des gens ne le savent pas, c'est le crédit aux entreprises. Et ce qui s'est passé pendant le boom, quand ils ont continué à baisser les taux d'intérêt, vous savez, les taux d'intérêt nuls, beaucoup d'entreprises ne pouvaient pas se développer. Et donc elles empruntaient sur leur bilan d'entreprise et rachetaient leurs actions. Et elles stockaient donc l'entreprise pleine de cette dette pour racheter leurs actions. Comme Apple qui utilise son crédit pour acheter plus d'actions Apple. Et maintenant, les marchés boursiers s'effondrent. Tout comme le marché obligataire de Londres où l'Angleterre vient de s'effondrer. C'est qu'ils n'ont pas pu faire en sorte de protéger les pensions. Alors ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont emprunté de l'argent à 0% pour acheter des obligations à 3%, en espérant que ça paierait pour les retraités. Il y a environ 10 000 Américains par jour qui prennent leur retraite aujourd'hui. Et donc tout d'un coup, lorsqu'ils ont essayé de renverser la tendance et que les taux d'intérêt ont chuté, le marché obligataire s'est écrasé. Le truc, c'est que vous pouvez gagner de l'argent dans les marchés haussiers, bien sûr, sur les marchés latéraux, et vous pouvez certainement gagner de l'argent dans ce marché baissier. Mais les gens ne comprennent pas, j'enseigne une stratégie d'investissement très simple où vous pouvez gagner de l'argent dans n'importe quel type de marché. C'est la même stratégie que mon père de 92 ans utilise pour générer 12 à 15 000 par mois. Et donc vous pouvez gagner de l'argent sur ces marchés, indépendamment de ce qui se passe.